Et le ministère indien des Affaires étrangères a fermement rejeté les efforts de la Chine pour renommer des lieux dans l'État indien d'Arunachal Pradesh. Selon des sources, la Chine a boycotté une réunion confidentielle du G20 en Inde dimanche. La réunion s'est tenue à Itanagar, capitale de l'Arunachal Pradesh, un État revendiqué par la Chine comme appartenant au Tibet. 20 soldats indiens ont été tués lors de combats avec des troupes chinoises dans une région frontalière contestée, selon l'armée indienne et des sources gouvernementales. La Chine vient de lancer une invasion de l'Inde, non pas avec des missiles, des chars ou des troupes, mais avec des cartes, de la propagande et 1000 petites coupures. Le 12e mai, le ministère chinois des Affaires civiles a annoncé de manière désinvolte qu'il renommait 27 endroits différents dans l'Arunachal Pradesh, un immense État indien s'étendant sur près de 90 000 km², un État qui est indéniablement un territoire indien depuis des générations. La Chine a fait exactement la même chose en 2024, puis à nouveau en 2023, lorsque l'Inde a accueilli un sommet du groupe des 20 de haut niveau, dans l'Arunachal Pradesh. Ils l'ont également fait en 2021, après la visite d'État du vice-président indien, M. Venkaiah Nayudu. Ils l'ont même fait en 2017, après la visite de l'Arunachal Pradesh par le Dalai Lama, un leader spirituel que la Chine déteste profondément. On peut clairement voir le modèle. Chaque fois que l'Inde s'affirme ou fait un mouvement diplomatique significatif dans cette région, la Chine répond en renommant les territoires indiens et en essayant d'en revendiquer la propriété. Tout cela semble assez inoffensif. Honnêtement, qui se préoccupe si la Chine renomme arbitrairement des lieux que l'Inde contrôle déjà entièrement de toute façon ? Mais c'est précisément là que vous et moi pourrions nous tromper lourdement. L'histoire a une signification différente selon chaque pays. La plupart des nations étudient leur histoire pour comprendre leur passé, tirer des leçons de leurs erreurs ou célébrer leurs succès. Mais la Chine voit l'histoire comme une arme. Ils utilisent l'histoire de manière stratégique, choisissant soigneusement des morceaux qui conviennent à leur agenda et effaçant tout ce qu'ils n'aiment pas ou qui remet en question leurs revendications. Beaucoup ignorent que la Chine a pris le contrôle du Tibet, de la Mongolie intérieure, du Turkestan oriental et de la Mandchourie en réécrivant l'histoire et en renommant les territoires. Tous ces endroits ont été discrètement renommés, leurs histoires réécrites pièce par pièce, jusqu'à ce que le monde accepte simplement qu'ils aient toujours été chinois. Même Hong Kong et Macao, malgré leurs identités distinctes, ont fini par succomber à la même stratégie. La Chine ne dira jamais assez. Plus ils prennent, plus leur appétit grandit, et à présent, ils veulent une part de l'Inde. Cette vidéo va révéler des siècles d'histoire cachée, décortiquer la désinformation et dévoiler la vérité sur le conflit frontalier entre l'Inde et la Chine. Les bots chinois n'aimeront sûrement pas ça, donc c'est à vous de nous aider à répandre la vérité. Si vous pouvez prendre une seconde pour appuyer sur les boutons j'aime et abonnement en bas, cela aide beaucoup notre travail. Nous vous apprécions. En remontant vers 625 de notre ère, l'Asie avait un aspect totalement différent. D'immenses empires régnaient sur d'énormes parcelles de terre. L'Inde avait de puissants empires, la Chine avait ses propres dynasties, et juste entre eux se tenait le Tibet. L'empire tibétain était si vaste que ses frontières s'étendaient bien au-delà du Tibet actuel, couvrant d'immenses territoires que nous reconnaissons aujourd'hui comme faisant partie du Ladakh et de l'Arunachal Pradesh en Inde. Pendant près de 2 siècles, l'empire tibétain s'est étendu agressivement dans toutes les directions, rivalisant avec la puissante dynastie Tang de Chine. Pendant des décennies, le Tibet et la Chine étaient de farouches rivaux, se faisant constamment la guerre, signant et rompant des traités. Les choses étaient extrêmement intenses entre eux à l'époque. Au début des années 800 de notre ère, l'empire tibétain était à son apogée. Mais comme la plupart des grands empires, ils finissent par rencontrer de sérieux problèmes. Et le plus grand étant les luttes de pouvoir internes et les conflits royaux. Les puissants dirigeants tibétains ont commencé à se battre entre eux pour le contrôle et le pouvoir, négligeant leurs rivaux externes. Dans les années 840, Longdharma, frère de l'empereur précédent Ralpachin, est devenu le nouvel empereur. À la mort mystérieuse de Ralpachin, Longdharma s'est empressé de prendre le trône. Mais, contrairement à ses prédécesseurs, qui avaient fortement soutenu le bouddhisme et aidé à son épanouissement à travers l'empire tibétain, Longdharma a adopté une approche complètement opposée. Il a tenté de supprimer agressivement le bouddhisme, s'en prenant aux monastères, aux temples et même aux moines eux-mêmes. Cela a été un choc massif pour toute la région, car le bouddhisme était devenu profondément influent au Tibet sous les empires précédents. Les monastères, institutions riches et puissantes,
possédèrent de l'argent, des terres, et exerçaient une grande influence sur la vie du peuple. Langdharma persécutait maintenant ouvertement les moines, tentant de freiner leur pouvoir et de briser totalement leur influence. Cela a suscité une colère et un ressentiment massif, en particulier parmi les moines, qui avaient bénéficié de privilèges spéciaux pendant des décennies. Les tensions continuaient de monter, la colère continuait de grandir. Et finalement, en l'an 842 de l'ère commune, Langdharma a été assassiné par un moine bouddhiste nommé Lungpel Gydorsha. Malheureusement, le décès de Langdharma n'a pas apporté paix ni stabilité, déclenchant plutôt un chaos total. Sans empereur clair restant, tout l'empire tibétain est tombé dans une lutte de pouvoir brutale et chaotique. Les princes, seigneurs de guerre et dirigeants locaux ont saisi leur chance. Ils se sont battus férocement pour revendiquer le pouvoir et la dominance. L'autorité centrale s'est effondrée, entraînant la fragmentation soudaine de l'empire tibétain en territoires rivaux, gouvernés par des seigneurs de guerre ou des princes locaux. À ce moment-là, Nimégon, l'arrière-petit-fils de Langdharma, a vu une énorme opportunité. Alors que les autres princes et seigneurs de guerre se disputaient des territoires près de l'ancienne capitale du Tibet, Nimégon portait son regard vers l'ouest en direction de Nagari, un coin isolé et reculé du Tibet. C'était un lieu négligé par beaucoup, en raison de son terrain ardu avec d'immenses montagnes, son climat rude et ses vastes plateaux. Il était peu peuplé, et très difficile d'y survivre et de le gouverner. Nimégon a cependant mobilisé ses partisans et ses troupes loyales pour fonder son nouveau royaume. Et ça a fonctionné. Au lieu de s'effondrer comme tant d'autres régions, le nouveau royaume de Nimégon à Nagari a non seulement survécu, mais il a prospéré. Après un règne de quelques années, Nimégon est mort. Selon la tradition tibétaine, son royaume n'a pas été légué à un seul fils. Au lieu de cela, il a été divisé entre plusieurs fils. Son fils aîné, Lachen Perjigan, a pris le contrôle de la partie la plus à l'ouest du royaume de son père. Mais Lachen n'était pas le genre de gars qui se contentait d'hériter d'un petit bout de terre et de le gouverner tranquillement. Il était ambitieux, déterminé à créer quelque chose de plus grand, plus puissant et durable. Il rassembla son peuple et poussa plus à l'ouest dans une région que les Tibétains appelaient en Marjul, signifiant la terre inférieure. Marjul, robuste et magnifique, était stratégiquement crucial, contrôlant d'importants cols de montagnes et routes commerciales reliant le Tibet, l'Inde et l'Asie centrale. Marchands, moines, voyageurs et armées transitaient tous par cette région, la rendant très précieuse et influente. Graduellement, le nom Marjul a été remplacé, et vers 1460, cette région florissante fut connue sous le nom de Ladakh. Bien que le Ladakh ait conservé des liens culturels et religieux forts avec le Tibet, il a développé sa propre identité unique, distincte des territoires tibétains, divisés et instables politiquement à l'est. Au début du XVIIe siècle, le royaume du Ladakh était devenu un royaume bouddhiste confiant, prospère et célèbre pour ses magnifiques monastères, sa culture florissante et ses routes commerciales animées. Le Ladakh a aussi développé des liens forts avec d'autres royaumes bhouddhistes, surtout le Bhoutan, qui pratiquait une branche distincte du bouddhisme. Le Bhoutan était le féroce rival politique et religieux du Tibet. Quand le Ladakh s'est aligné sur le Bhoutan, les dirigeants de Lhasa sont devenus très méfiants et mal à l'aise. Ces tensions ont finalement dégénéré en conflit ouvert. En 1679, le Tibet, dirigé par le 5e Dalai Lama, a envahi militairement le Ladakh, envoyant des milliers de soldats tibétains traverser les montagnes. Le Ladakh était fort, mais ne faisait pas le poids face à l'immense armée tibétaine à ce moment-là. Les Tibétains ont rapidement submergé les défenses du Ladakh, s'emparant de villes, forteresses et territoires clés en quelques mois. Face au désespoir, le roi du Ladakh, Delek Namgyal, s'est tourné vers le puissant empire moghol au nord de l'Inde. Les Moghols étaient à leur apogée, très puissants et influents. Face à cette impasse, le roi du Ladakh a lancé des appels à l'aide désespérée au gouverneur moghol du Cachemire, Ibrahim Khan, implorant un soutien militaire pour repousser l'invasion tibétaine. Ibrahim Khan a mobilisé une immense armée moghole qui a submergé les Tibétains, contraints de se retirer. Pendant 5 années éprouvantes, le Ladakh, le Tibet et leurs alliés se sont battus sans relâche, jusqu'à ce qu'en 1684, les deux camps soient trop épuisés pour poursuivre le combat. Le roi du Ladakh et le 5e Dalai Lama du Tibet se sont réunis pour négocier une paix durable, conscients de sa nécessité. Cette année-là, le traité historique de Chingmoskwang a été signé. Ce traité est crucial car il a officiellement délimité pour la première fois la frontière entre le Ladakh et le Tibet. En fait, le traité incluait spécifiquement une carte qui marquait clairement la frontière à un point de repère connu sous le nom de ruisseau Lahari, près de Demchok. Dès lors,
le Ladakh a été officiellement reconnu comme un royaume séparé et indépendant, totalement distinct du Tibet. Ce traité demeure l'une des preuves historiques les plus solides que le Ladakh n'a jamais véritablement fait partie du Tibet. Nous expliquerons bientôt l'importance actuelle de ce traité séculaire, et pourquoi la Chine l'ignore délibérément comme s'il n'avait jamais existé. Mais d'abord, poursuivons notre récit sur l'implication des Chinois au Tibet. Après le traité, le Ladakh a continué à être gouverné par sa propre famille, bien que son pouvoir et son influence aient diminué au fil du temps. Pendant ce temps, le Tibet était menacé par les invasions des puissantes tribus mongoles des Djungar. Voyant une opportunité, la dynastie Qing de Chine est intervenue. Officiellement, les empereurs Qing affirmaient protéger le Tibet des envahisseurs mongols. Leur but réel était de contrôler les affaires tibétaines. En 1720, les forces Qing ont marché directement sur Lhasa, la capitale du Tibet, et ont rapidement chassé les envahisseurs mongols. Mais au lieu de partir après leur mission, la dynastie Qing a nommé un gouverneur officiel, Lamban, pour superviser le Tibet. Cela a initié l'implication continue de la Chine dans la politique, la culture et le territoire du Tibet. Dès lors, la Chine Qing a influencé activement les affaires internes du Tibet, notamment les rivalités politiques, les relations diplomatiques et surtout les litiges frontaliers, y compris ceux impliquant le Ladakh. Tout au long du reste des 1700, le Tibet et le Ladakh ont connu une période de stabilité relative. Mais le début des 1800 apporterait bientôt un autre changement dramatique, un changement qui modifierait complètement l'avenir du Ladakh. Une nouvelle puissance avait émergé dans le nord de l'Inde, l'Empire Sikh. Basé dans le Punjab et dirigé par le légendaire Maharaja Ranjit Singh, il devenait rapidement l'une des forces militaires les plus puissantes et ambitieuses de la région. Maharaja Ranjit Singh comprenait clairement l'importance stratégique du Ladakh, surtout parce que contrôler le Ladakh signifiait contrôler les routes commerciales montagneuses cruciales entre l'Inde, le Tibet et l'Asie centrale. Ainsi, en 1834, Ranjit Singh a choisi l'un de ses généraux les plus courageux et les plus fidèles, un commandant légendaire nommé général Zawarar Singh, pour diriger une expédition vers le nord dans le Ladakh. Les troupes de Zawarar Singh ont rapidement vaincu la résistance du Ladakh, s'emparant fermement de la région. En très peu de temps, le Ladakh a été fermement placé sous le règne de Raja Gulab Singh de Jammu, un allié puissant et vassal du Maharaja Ranjit Singh. Mais Zawarar Singh ne s'est pas arrêté là. Ambitieux, intrépide et avide de conquêtes encore plus grandes, il a poussé ses troupes plus au nord, jusqu'au Tibet lui-même. En 1841, il s'est déplacé pour capturer le plateau isolé et stérile mais stratégiquement vital d'Aksai Chin. À l'époque, Aksai Chin semblait vide et insignifiant, mais cette démarche pour le capturer et le contrôler allait préparer le terrain pour l'un des plus grands conflits territoriaux entre l'Inde et la Chine moderne. Maintenant, à l'époque, Aksai Chin pouvait sembler vide, éloigné et insignifiant, mais cette démarche pour le capturer et le contrôler allait finalement préparer le terrain pour l'un des plus grands et des plus amers conflits territoriaux entre l'Inde et la Chine moderne. Mais les choses ne se sont pas passées selon le plan de Zarodal Singh. Son armée a marché dans ces régions montagneuses rudes et glacées. Il a rapidement fait face à une résistance féroce et inattendue. Les forces tibétaines, appuyées par les troupes chinoises Qing, ont mené une contre-attaque d'une force et d'une détermination brutale. L'armée épuisée de Zawada Singh a été prise au milieu d'un hiver himalayen rigoureux. De violents combats ont éclaté dans les montagnes. Lors d'une bataille hivernale sanglante, le général Zawada Singh a été tué. Sa mort a plongé son armée dans le chaos, et les combats ont atteint une impasse sanglante. Aucun côté ne gagnant clairement et subissant de lourdes pertes, les dirigeants ont réalisé que poursuivre les combats était inutile et coûteux. Ils sont donc venus à contre-cœur à la table des négociations. En septembre 1842, ils ont signé un autre accord crucial, le traité de Chichol, supervisé de près par la Chine Qing. Tout comme le précédent, ce traité était incroyablement important car il confirmait officiellement les frontières historiques du Ladakh et reconnaissait explicitement le Ladakh comme territoire appartenant à l'empire Dogra de Raja Gulab Singh. Il stipulait clairement que le Tibet et le Ladakh n'essaieraient pas de s'étendre sur les terres de l'autre. Le fait que la Chine ait elle-même supervisé et signé le traité de Chisul est particulièrement intéressant. Autrement dit, la Chine a officiellement reconnu que Aksai Chin, la région qu'elle contrôle actuellement, appartenait au Ladakh et donc légitimement à l'Inde. À cette époque, l'Empire britannique avait fermement établi sa domination sur de grandes parties de l'Inde et le Ladakh est devenu une partie de leur immense nouveau territoire. Avec le Ladakh, les Britanniques sont aussi hérités des problèmes frontaliers, la plus grande menace étant la Russie. La Russie étendait rapidement son empire en Asie centrale. Les Britanniques craignaient que les Russes ne traversent l'Himalaya et menacent leur emprise sur l'Inde, déclenchant ainsi ce que les historiens nomment le Grand Jeu.
Une sérieuse compétition géopolitique, où les deux empires ont essayé de déjouer l'autre à travers des expéditions audacieuses, des espions soigneusement placés déguisés en moines et commerçants, des missions diplomatiques secrètes et des négociations intenses sur des territoires frontaliers éloignés. Les empires se sont hâtés pour gagner de l'influence et le contrôle sur des zones stratégiques clés avant que l'autre ne les atteigne en premier. Pour faire face à cette énorme menace géopolitique, les Britanniques avaient d'abord besoin de cartes claires et d'informations fiables. C'est pourquoi, du début des années 1800 jusqu'à la fin du siècle, ils ont lancé l'un des efforts de cartographie les plus ambitieux de l'histoire, le célèbre Grand Levé trigonométrique. Les géomètres et explorateurs britanniques ont entrepris des voyages dangereux, s'aventurant profondément dans les territoires inexplorés du Ladakh, Aksai Chin, Sikkim, Bhoutan, Himachal Pradesh et toute la région nord-est, aujourd'hui connue sous le nom d'Arunachal Pradesh. Des explorateurs indiens légendaires comme Nain Singh Rawat et Kishan Singh, travaillant secrètement pour les Britanniques, se déguisaient en pèlerins, moines ou commerçants locaux. Ils ont risqué leur vie en voyageant à travers le Tibet et les régions contrôlées par les Chinois, collectant des informations géographiques et politiques cruciales. Ces expéditions ont produit les premières cartes détaillées et précises de cols de montagne cruciaux, vallées, rivières et territoires stratégiques. Mais la cartographie seule ne suffisait pas. Les Britanniques ont vite compris le danger d'avoir des frontières avec de grands empires comme la Chine ou la Russie. Ils ont alors créé des États tampons, de petits royaumes indépendants amis, positionnés stratégiquement entre leurs territoires indiens et leurs puissants rivaux. Le Sikkim et le Bhoutan étaient deux des principaux États tampons. En 1861, la Grande-Bretagne a fait du Sikkim son protectorat par le traité de Tumlang, délimitant ses frontières et gérant sa politique étrangère. Cela a créé un petit État allié entre l'Inde britannique et le Tibet chinois, offrant un bouclier défensif essentiel. De même, en 1865, après un bref conflit, les Britanniques ont signé le traité de Sinchula avec le Bhoutan, redéfinissant clairement ses frontières et assurant des relations pacifiques. Les Britanniques ont créé des royaumes indépendants amicaux, le Bhoutan et le Sikkim, pour maintenir la Chine et la Russie à distance de leur territoire. Pendant ce temps, plus à l'ouest au Ladakh, les choses étaient encore plus compliquées, surtout autour d'Aksai Chin. En 1865, un arpenteur britannique, William Johnson, a proposé une ligne de démarcation, maintenant connue sous le nom de ligne Johnson, qui plaçait clairement l'ensemble d'Aksai Chin fermement à l'intérieur du Ladakh, et donc à l'intérieur de l'Inde britannique. Fait intéressant. La Chine n'a jamais clairement rejeté ou officiellement contesté cette ligne Johnson à l'époque, lui donnant un poids historique significatif même aujourd'hui. Un autre officiel britannique, George Macartney, a proposé une autre frontière en 1899, plaçant une grande partie d'Aksai Chin du côté de la Chine. Mais même ici, la Chine n'a jamais vraiment clairement accepté ou répondu, laissant une confusion qui alimente encore aujourd'hui les arguments entre l'Inde et la Chine. Simultanément, une situation tout aussi complexe se déroulait à la frontière orientale de l'Inde, dans la nouvelle région maintenant nommée Arunachal Pradesh. En 1914, l'Inde britannique a décidé qu'elle avait besoin de frontières claires dans cette région. Les diplomates britanniques ont rencontré des représentants tibétains à Simla et signé la célèbre convention de Simla. Le négociateur britannique Henry McMahon a proposé une idée audacieuse. Ils ont divisé le Tibet en deux parties distinctes. D'abord, une région autonome appelée Tibet extérieur, qui serait sous le gouvernement tibétain à Lhasa et protégée par la Chine, mais sans ingérence chinoise directe. Deuxièmement, une région appelée Tibet intérieur, englobant les provinces orientales de Kham et Amdo, qui serait directement sous contrôle chinois. Cependant, l'aspect peut-être le plus controversé de l'accord restait à définir, tracer une frontière claire entre l'Inde britannique et le Tibet. Pour y parvenir, Henry McMahon s'est assis avec les représentants tibétains pour tracer minutieusement une frontière suivant les plus hauts sommets de l'Himalaya oriental. Cependant, une partie cruciale et peut-être la plus controversée de l'accord restait, tracer une frontière claire entre l'Inde britannique et le Tibet. Pour y parvenir, Henry McMahon s'est assis avec les représentants tibétains, et ensemble ils ont tracé une frontière suivant les plus hautes crêtes de l'Himalaya oriental. Des régions comme Tawang, en Arunachal Pradesh, Inde, étaient placées au sud de la frontière, en territoire indien britannique. Cette frontière négociée devint connue sous le nom de ligne McMahon. Au début, même le représentant de la Chine au pourparlers de Simla a montré une acceptation prudente. Il a en fait initialisé le projet de traité comme signe préliminaire d'accord. Cependant, peu après, Pékin a rejeté le traité en entier. Les dirigeants chinois affirment que le Tibet n'a pas le droit de signer seul des traités ou de modifier des frontières sans l'accord explicite de la Chine. En raison de cette objection, la Chine a refusé de signer formellement la convention de Simla.
Finalement, seules la Grande-Bretagne et le Tibet ont officiellement signé et accepté le traité en juillet 1914. Néanmoins, les Britanniques voyant le Tibet comme apte à décider par lui-même. Pour les Britanniques, la ligne McMahon définissait désormais officiellement la frontière orientale. Lorsque l'Inde a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1947, elle a accepté les frontières tracées par les Britanniques, y compris la ligne McMahon, comme sa frontière officielle à l'Est. Jawaharlal Nehru, le premier Premier ministre de l'Inde, était ferme sur ce point. En 1954, il a publié des cartes officielles montrant clairement ses frontières. Il a déclaré que les frontières de l'Inde sont définies, cartes ou pas. Cependant, la Chine avait une perspective différente. Après la révolution communiste de Mao Zedong en 1949, la toute nouvelle République populaire de Chine a totalement rejeté chaque frontière ou traité établi pendant l'ère britannique. Mao considérait ces anciens accords, qu'ils remontent à 1684, au traité de 1842, ou même à la Convention de Simla de 1914, comme injustes, imposées à la Chine par des impérialistes étrangers. La Chine a insisté sur le fait qu'elle n'accepterait que les frontières qu'elle considérait historiquement correctes, ou traditionnellement reconnues. En d'autres termes, Pékin comptait redéfinir ses frontières comme bon lui semblait, indépendamment des cartes, des accords préexistants et de l'opinion des autres nations. Cette mentalité a mené aux revendications territoriales agressives d'aujourd'hui, comme la ligne des 10 traits en mer de Chine méridionale, la revendication de la Chine sur Taïwan, et les litiges sur de nombreuses autres régions. C'est exactement pour cette profonde divergence d'opinion que l'Arunachal Pradesh reste un territoire si vivement contesté aujourd'hui. L'Inde défend fermement la ligne McMahon de la Convention de Simla de 1914, tandis que la Chine la rejette catégoriquement. Malgré les tensions et désaccords frontaliers de l'époque, les deux pays se présentaient publiquement comme des amis proches. Le premier ministre indien Jawaharlal Nehru croyait sincèrement à la construction d'un partenariat amical entre les deux grandes civilisations asiatiques. Étonnamment, Nehru a même refusé une offre incroyable des États-Unis pour prendre le siège permanent de la Chine au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, insistant sur le fait que la Chine en était le détenteur légitime, une décision que beaucoup en Inde considèrent aujourd'hui comme une énorme erreur diplomatique. Alors que Nehru faisait ses gestes généreux, la Chine ne rendait pas exactement la bonne volonté. Silencieusement, dans l'ombre, Pékin renforçait progressivement son emprise sur le Tibet. Un an seulement, après la révolution communiste de Mao, en 1949, les troupes chinoises ont agressivement avancé vers le Tibet, proclamant sa libération. Une petite armée tibétaine mal équipée n'avait pratiquement aucune chance et a été rapidement écrasée. La Chine a même forcé les représentants tibétains à signer le controversé accord en 17 points, confirmant officiellement la souveraineté et la domination chinoise sur le Tibet. Dans les années qui ont suivi, le contrôle de la Chine s'est durci et est devenu plus oppressif. La culture, la religion et l'indépendance tibétaine ont été violemment réprimées, rendant les conditions invivables. En 1959, les tensions ont éclaté et les Tibétains se sont révoltés contre la domination chinoise. Craignant pour sa vie, le leader spirituel du Tibet, le Dalai Lama, s'est enfui en Inde, cherchant refuge et sécurité. Malgré tout, l'Inde tentait de gagner la confiance de la Chine par des gestes concrets et amicaux. En 1952, le gouvernement de Nehru a accepté de fournir plus de 2500 tonnes de riz aux soldats chinois au Tibet, car les lignes d'approvisionnement de la Chine étaient surchargées. Le gouvernement indien croyait sincèrement que de tels gestes de bonne volonté aideraient à construire une confiance et une amitié durables entre les deux voisins. Malheureusement, cette générosité s'est retournée spectaculairement contre eux. En privé, les dirigeants chinois se moquaient de la gentillesse de Nehru, la voyant comme une faiblesse. Ils allaient jusqu'à ridiculiser sa naïveté et sa mentalité bourgeoise. La Chine a commencé à faire des mouvements agressifs dans le dos de l'Inde, profitant de sa bonne volonté. Entre 1951 et 1957, des ingénieurs chinois ont secrètement construit une immense autoroute stratégique à travers Aksai Chin, un territoire que l'Inde croyait fermement lui appartenir. Cette route tristement célèbre, connue aujourd'hui sous le nom de G219 Highway, s'étendait sur un étonnant 1200 km, à travers un terrain désertique en haute altitude, reliant les provinces chinoises du Xinjiang et du Tibet. La Chine a construit cette immense route sans en informer l'Inde, et encore moins demander sa permission. L'Inde n'a découvert cette intrusion choquante que par hasard, entre 1957 et 1958. Incroyablement, on dit qu'un officier indien est tombé sur un article de journal chinois mentionnant ouvertement l'autoroute achevée. Le gouvernement indien a été surpris par la situation. Le premier ministre Nehru a réagi avec choc et colère, affirmant publiquement les revendications territoriales de l'Inde en publiant des cartes officielles détaillées montrant à Aksai Chin et Arunachal Pradesh comme territoires indiens.
La Chine a répondu par des contre-réclamations. Les tensions ont atteint leur paroxysme en 1959 après la fuite spectaculaire du Dalai Lama en Inde qui a attiré l'attention du monde entier. Le premier ministre chinois Zhou Enlai a envoyé une lettre fortement formulée à Nehru, rejetant explicitement la frontière revendiquée par l'Inde le long de la ligne McMahon dans l'Arunachal Pradesh. Zhao a aussi affirmé que la frontière du Ladakh, incluant Aksai Chin, n'avait jamais été proprement délimitée. Les échanges diplomatiques ont vite tourné en disputes houleuses. La Chine a justifié ses revendications en citant des raisons historiques, comme les anciennes routes de caravanes traversant l'Aksai Chin et les liens religieux entre le Tibet et le monastère de Tawang, en Arunachal. L'Inde a fermement tenu bon, insistant sur le fait que les traités de l'époque britannique, clairement documentés et historiquement signés, étaient entièrement valides et non négociables. En 1960, le premier ministre Zhou Enlai a même essayé de proposer à Nehru un compromis, un soi-disant accord global. La Chine reconnaîtrait officiellement les revendications de l'Inde à Arunachal Pradesh, le long de la ligne McMahon, en échange de l'acceptation par l'Inde du contrôle chinois sur Aksai Chin. Mais Nehru a catégoriquement refusé cet accord, déclarant célèbrement que l'Inde ne céderait pas un pouce de terre indienne. D'ici 1961, les tensions s'intensifiaient rapidement. Les armées indiennes et chinoises ont commencé des patrouilles agressives et ont établi des avant-postes dans les zones contestées, se rencontrant fréquemment. Les accrochages se multipliaient, les deux camps pressentant l'imminence d'une guerre. Le décor était planté pour un conflit total, tragique et inéluctable. Finalement, le 20 octobre 1962, la Chine a lancé une attaque soudaine et massive. Coïncidence. Au moment où le monde s'inquiétait de la crise des missiles cubains, l'armée de libération du peuple a attaqué simultanément les deux secteurs disputés. À l'ouest, à Aksai Chin et Ladakh, les troupes indiennes isolées, mal équipées et en infériorité numérique, ont rapidement perdu le contrôle du plateau d'Aksai Chin face à la Chine. Pendant ce temps, à l'est, des vagues de forces chinoises ont franchi la ligne McMahon, submergeant rapidement les positions indiennes dans la vallée de Nam Khachu. Malgré une résistance héroïque dans plusieurs zones, les forces indiennes étaient mal préparées et en infériorité numérique. Ils ont avancé profondément dans l'Arunachal, capturant même la ville stratégique de Tawang. La guerre a été courte mais dévastatrice. Des milliers de soldats indiens ont été tués ou capturés, et le moral s'est effondré. Puis soudainement, la Chine a déclaré un cessez-le-feu le 21 novembre 1962. Fait surprenant, ils ont délibérément retiré leurs troupes de l'Arunachal Pradesh, se repliant derrière la ligne McMahon, permettant à l'Inde de reprendre le contrôle. Mais à l'ouest, la Chine a fermement gardé le contrôle de l'Aksai Chin, soit environ 38 000 km², ne le rendant jamais à l'Inde, et ils le détiennent toujours aujourd'hui. C'est à ce moment que le terme de ligne de contrôle réelle est apparu. Cela est devenu la frontière militaire de facto, où les deux armées se sont arrêtées comme à la fin du conflit. Mais, de manière cruciale, ce ligne de contrôle réel n'a jamais été officiellement marqué ou convenu. L'Inde et la Chine ont des perceptions différentes du tracé et de la longueur de la ligne frontalière, ce qui engendre des conflits périodiques le long des tronçons non définis. Après la cuisante défaite de 1962, l'Inde s'est efforcée de reconstruire ses capacités militaires et de repenser sa politique envers la Chine. Pendant ce temps, la Chine de Mao considérait sa mission accomplie, ayant donné une leçon à l'Inde selon les dires de Mao. Une paix précaire s'est brièvement installée aux frontières, mais elle fut de courte durée. En 1967, les tensions ont ressurgi au col de haute altitude de Natula, situé entre le protectorat indien du Sikkim et le Tibet sous contrôle chinois. Contrairement à 1962 cette fois, l'Inde était mieux préparée, avec des troupes prêtes à riposter fermement. Un simple argument concernant la clôture de la frontière s'est rapidement transformé en un véritable échange de coups de feu. Les deux camps ont échangé des tirs de mortier et de mitrailleuses. L'artillerie indienne a répliqué avec une précision dévastatrice. Après des jours de combat, environ 80 soldats indiens sont tombés. Mais les pertes chinoises étaient encore plus lourdes, estimées entre 300 et 400 soldats. Pour l'Inde, malgré le coût humain, ce combat à Natula a été une victoire psychologique, un signal fort à la Chine que l'Inde ne se laisserait plus intimider à la frontière. Les combats à Natula ont révélé une autre énorme vulnérabilité stratégique pour l'Inde, le petit royaume himalayen du Sikkim et le très étroit corridor de Siliguri, communément appelé le cou de poulet. Le corridor de Siliguri mesure à peine 20 km de large à son point le plus étroit et relie tout le nord-est de l'Inde au reste du pays. Si ce corridor était jamais capturé ou coupé, les États du nord-est de l'Inde pourraient être totalement isolés. De ce fait, l'Inde était très préoccupée par la sécurité dans cette zone. Pour mieux sécuriser cette zone vulnérable, l'Inde a officiellement annexé le Sikkim en 1975 en faisant un État indien officiel par référendum, ce que la Chine a amèrement opposé et refusé de reconnaître pendant des décennies. Cependant, la vulnérabilité régionale persiste. Les planificateurs indiens
ont toujours craint que les Chinois coupent le nord-est en attaquant des points stratégiques, comme Doklam. Une peur réapparue de manière spectaculaire lors de la crise de Doklam en 2017. Après le carnage à Natula en 1967, les deux pays semblaient vouloir éviter tout autre affrontement militaire. Pendant la révolution culturelle, la Chine a été rapidement plongée dans un chaos interne massif, tandis que l'Inde devait gérer des guerres avec le Pakistan et des problèmes internes. À la fin des années 80, les deux pays ont vu l'intérêt d'apaiser les tensions frontalières. Le premier ministre Rajiv Gandhi a même visité la Chine en 1988, initiant un nouveau départ. Les deux parties ont signé d'importants accords en 1993 et 1996, connus sous le nom d'accords de paix et de tranquillité, pour maintenir le calme le long de leurs frontières contestées. L'une des règles les plus inhabituelles convenues en 1996 était l'interdiction d'utiliser des armes à feu. Les deux armées ont convenu de ne pas utiliser d'armes à feu ou d'explosifs à moins de 2 km de la ligne de contrôle réelle. Les soldats portaient des armes pour se protéger de la faune, mais avaient l'ordre de ne jamais tirer lors des confrontations. Désormais, tout face à face serait réglé avec des coups de pied, des coups de poing, des bâtons et des pierres, sans armes à feu. Cela peut sembler étrange, mais cette règle a en fait bien fonctionné pendant des décennies, aidant à prévenir que de petits arguments ne se transforment en conflits en sérieux. Pendant les années 1990 et 2000, la Chine a continuellement renforcé sa position le long de la frontière disputée. Ils ont entrepris une frénésie massive de construction d'infrastructures, construisant et pavant de nouvelles routes, établissant des bases aériennes, établissant des lignes de chemin de fer, comme l'ambitieux chemin de fer Qinghai-Tibet vers Lhasa en 2006, et créant des villages frontaliers qui semblaient civils mais pouvaient facilement servir à des fins militaires. Cette infrastructure étendue a permis à la Chine de transférer rapidement troupes et équipements le long de la ligne de contrôle réelle. Cependant, l'Inde accusait un retard considérable. Les routes frontalières indiennes sont restées médiocres ou inexistantes, en partie par choix stratégique pour ralentir une éventuelle invasion chinoise, et en partie à cause de la bureaucratie, des préoccupations environnementales et des problèmes politiques typiques d'une démocratie. Depuis des décennies, les analystes indiens ont alerté sur ce déséquilibre et exhorté le gouvernement à combler l'écart. Il fallait souvent aux troupes indiennes plusieurs jours pour atteindre des zones frontalières sensibles que les soldats chinois auraient pu atteindre en quelques heures en voiture. L'Inde a réalisé son retard à la fin des années 2000 et 2010, investissant des milliards pour améliorer les routes frontalières via des agences comme l'Organisation des routes frontalières. Mais le problème plus grand que l'écart d'infrastructure était la stratégie rusée de la Chine à la frontière, quelque chose que les gens appelaient le tranchage de salami. Au lieu de lancer une grande invasion évidente, la Chine grignoterait lentement et soigneusement les territoires frontaliers petit à petit, prenant de petites tranches de terre à la fois. L'armée de libération du peuple avancerait légèrement, empêchant les patrouilles indiennes ou les éleveurs locaux d'accéder à certaines régions, puis revendiquerait tranquillement ces zones comme ayant toujours appartenu à la Chine. Au fil du temps, ces petites tranches se sont beaucoup accumulées. Début 2020, avant l'affrontement mortel dans la vallée de Galwan, les observateurs indiens avertissaient déjà que la Chine avait progressivement déplacé le ligne de contrôle réel vers l'ouest, dans plusieurs régions. Selon un rapport interne, les forces indiennes ont perdu l'accès régulier à 26 des 65 points de patrouille traditionnels dans l'est du Ladakh. Au fil du temps, les troupes chinoises ont graduellement bloqué les routes de patrouille indiennes, créant des zones tampons, qui sont désormais contrôlées par la Chine, bien qu'historiquement patrouillées librement par les soldats indiens. Des zones stratégiques importantes, comme les plaines de Depsang, où les patrouilles indiennes n'ont pas été autorisées depuis 2013, et des endroits près de Pangong Tso et Gorga, ont discrètement échappé à l'emprise de l'Inde, devenant effectivement interdites. La combinaison de la tactique chinoise de renommer les territoires indiens et de réécrire l'histoire crée une tempête parfaite qui se prépare à la frontière. Il n'est plus question de savoir si la Chine attaquera à nouveau, mais quand ? Et étant donné que ces deux géants asiatiques possèdent des arsenaux nucléaires, il est impossible de dire si ou quand un nouveau conflit pourrait s'intensifier dangereusement près d'un point de rupture. Cependant, il faut aussi noter que l'invasion graduelle de la Chine n'est pas toujours pacifique. Prenez par exemple Doklam en 2017. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, Doklam surplombait le cou de poulet incroyablement vulnérable de l'Inde. Quand les troupes chinoises ont subitement prolongé une route dans Doklam, un territoire revendiqué par le Bhoutan, l'Inde est aussitôt intervenue à la demande bhoutanaise. Les soldats indiens sont intervenus et ont physiquement bloqué l'équipe de construction. Les deux armées se tenaient à quelques mètres l'une de l'autre, face à face pendant plus de 2 mois. La situation était extrêmement tendue et est dangereusement proche d'un conflit total. Finalement, la diplomatie a fait reculer les deux camps.
La Chine a arrêté de construire et l'Inde s'est retirée. Puis, en 2020, alors que le monde était occupé à combattre le coronavirus disease, Dix-9, la Chine a discrètement avancé des milliers de soldats à plusieurs points clés dans l'est du Ladakh. Le conflit a débuté près du lac Pangongso, où les deux armées patrouillaient fréquemment le long des crêtes nommées Fingers. La Chine a soudainement avancé, bloquant les soldats indiens de leurs routes habituelles de patrouille. Des avancées chinoises similaires ont eu lieu dans d'autres zones critiques, comme Gorga, Hot Springs et Depsang. L'Inde a rapidement envoyé des renforts, conduisant à une impasse tendue. Puis, le 15 juin 2020, les tensions se sont accrues dans la vallée de Galwan. Les soldats se sont battus à main nue, avec des pierres, des bâtons enveloppés de fils barbelés et des tiges métalliques avec des clous. Au matin, 20 soldats indiens étaient morts. La Chine a officiellement admis seulement 4 morts, mais des rapports indépendants indiquent des pertes de plus de 40. Galwan a profondément choqué et irrité l'Inde, brisant toute confiance restante. Bien que le gouvernement ait essayé d'éviter l'escalade, l'indignation publique a contraint l'Inde à durcir sa position. Après Galwan, l'Inde et la Chine ont tenu plusieurs négociations. Ils ont décidé de se retirer partiellement et d'établir des zones tampons. Mais comme je l'ai expliqué plus tôt, ces zones ont fini par causer plus de problèmes pour l'Inde. Même aujourd'hui, la Chine maintient sa stratégie implacable de grignoter des morceaux du territoire de l'Inde, essayant à plusieurs reprises de provoquer une réaction, testant constamment la patience de l'Inde et la poussant de plus en plus près d'une autre confrontation majeure. Et les 1000 coupures dont nous avons parlé dans l'intro. C'est là que les autres nations interviennent. L'Inde est entourée de plusieurs petits pays comme le Bhoutan, le Népal, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Myanmar et le Pakistan. Historiquement, ces pays ont servi de barrière protectrice. Maintenant, la Chine a une distance sûre, du moins jusqu'à récemment. Historiquement, ses voisins se tournaient vers l'Inde, mais au fil du temps, la Chine a soigneusement érodé son influence, usant de tactiques similaires, saisie de terres, pression économique, et si besoin, corruption et manipulation politique. Le Bangladesh s'est tourné vers la Chine, le Sri Lanka est piégé dans la dette de Pékin, et le Pakistan est devenu la marionnette de la Chine. D'autres pays pourraient suivre. Et une fois qu'ils le feront, chacun de ses voisins infligera ses propres petites coupures. L'infiltration illégale du Bangladesh submerge les États frontaliers indiens. Le Pakistan soutient des attaques terroristes. Le Sri Lanka cède des ports stratégiques à la Chine. Et le Népal déplace ses alliances de l'Inde vers Pékin. Vous avez saisi. Individuellement, ces incidents peuvent paraître mineurs et isolés. Mais lorsque vous les additionnez au fil du temps, des mois, des années, les dégâts deviennent catastrophiques, tout comme des milliers de petites coupures saignent lentement l'Inde. Le Bhoutan, un petit royaume himalayen, a longtemps considéré l'Inde comme son protecteur et allié. Et c'est toujours le cas. C'est pourquoi la Chine empiète lentement sur le territoire bhoutanais. Des images satellites et des rapports révèlent que la Chine construit secrètement des villages, des postes militaires et des infrastructures au Bhoutan. Des zones comme la vallée sacrée de Bayul Khenpochong, au cœur de l'identité culturelle bhoutanaise, ont maintenant des drapeaux chinois flottant au-dessus d'elles. Le Bhoutan, avec sa petite armée et ses ressources limitées, ne peut guère faire plus que protester. Le Népal, historiquement proche culturellement et aligné politiquement avec l'Inde, qu'en est un autre exemple. Cependant, durant les 10 dernières années, la présence de Pékin au Népal s'est fortement accrue. L'argent chinois finance maintenant de nombreux projets d'infrastructures au Népal, tels que des autoroutes, des aéroports et des centrales électriques. Les dirigeants népalais cèdent souvent à la pression de Pékin, allant jusqu'à réprimer les réfugiés tibétains sur leur territoire pour satisfaire la Chine. Des rapports ont également fait état d'une incursion chinoise discrète au Népal. Des villageois et responsables du district de Umla au Népal déclarent que les marqueurs frontaliers chinois se sont déplacés, empiétant graduellement sur leur territoire. Cela vous semble familier ? Ensuite, c'est le Bangladesh. Le Bangladesh et l'Inde ont entretenu une amitié étroite depuis des décennies, partageant des liens historiques. Récemment, les investissements économiques chinois au Bangladesh ont fortement augmenté. D'énormes projets d'infrastructures, des ports en eau profonde et des zones économiques spéciales surgissent partout au Bangladesh, financés par des prêts chinois. Ces prêts sont accompagnés de conditions soigneusement élaborées pour rendre le remboursement difficile pour le pays emprunteur. Quand la dette s'accroît, la Chine intervient, non pour aider, mais pour obtenir des actifs stratégiques ou des concessions politiques. Peut-être que c'est pourquoi, sur ordre de Pékin, le Bangladesh envoie illégalement des millions de migrants bangladais en Inde, créant un stress démographique et parfois des tensions communautaires. C'est un défi indirect et subtil, l'une de ces 1000 petites coupures.
Le cas du Sri Lanka est évident. Quand le pays a eu du mal à rembourser ses dettes, issues de projets financés par la Chine, cette dernière est intervenue de façon opportune. Non, pas pour effacer la dette, mais pour prendre le contrôle des actifs essentiels. Le port de Hambantota, stratégiquement situé le long des principales voies de navigation, est maintenant un territoire chinois, loué à Pékin pour 99 ans. De là, la Chine pourrait amarrer des navires de guerre. L'Inde était maintenant forcée de faire face à une présence chinoise directement au sud. Le Myanmar tombe progressivement sous l'influence chinoise. Les entreprises chinoises dominent l'économie du Myanmar, et la Chine finance des milices rebelles dans les régions frontalières, créant le chaos et l'instabilité le long de la frontière nord-est de l'Inde. Enfin, il y a le Pakistan, ennemi juré de l'Inde, devenu quasiment une marionnette de la Chine. Mais le Pakistan est un peu différent. La Chine appelle ouvertement le Pakistan son frère de fer et a investi des dizaines de milliards dans le corridor économique Chine-Pakistan, un énorme projet d'infrastructure qui traverse le Cachemire occupé par le Pakistan, un territoire qui appartient légalement à l'Inde. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le Pakistan a, pendant des décennies, systématiquement soutenu et hébergé des groupes terroristes visant directement l'Inde. Ces groupes comme Jaïch et Mohammed et Lashkar-e-Taïba ont mené des attaques brutales sur le sol indien. Mumbai en 2008, Pathankot en 2006, Pulwama en 2019 et plus récemment, Pathagam en 2025, tuant des centaines de civils et de soldats innocents. Et ce n'est un secret pour personne qui les soutient. Les services de renseignement, notamment l'Inter-Service Intelligence, ont ouvertement formé et équipé des terroristes, utilisant la terreur comme une arme directe contre l'Inde. Avec le soutien de la Chine, le Pakistan se sent plus audacieux que jamais. Pékin fournit au Pakistan une couverture diplomatique aux Nations Unies, protégeant les terroristes connus des sanctions et des listes noires mondiales. Il y a aussi l'aspect humain. L'oppression du Pakistan au Cachemire, occupé par le Pakistan et à Gilgit-Baltistan, des territoires légitimement indiens. Pourtant, ils ont subi des décennies d'atrocités. Répression politique, violation des droits de l'homme, disparition forcée, torture et suppression implacable. Le Pakistan est sans doute l'arme la plus redoutable de la Chine, une arme qui a déjà causé de nombreuses blessures profondes et douloureuses à l'Inde. Lorsque vous prenez du recul et regardez l'ensemble de la situation, vous voyez exactement à quel point la stratégie de la Chine est réellement dangereuse. Lentement, silencieusement, méthodiquement, la Chine réduit l'influence de l'Inde, isolant l'Inde dans sa propre arrière-cour. Ils affaiblissent progressivement chaque allié voisin, soumettant stratégiquement les petites nations par corruption ou intimidation, érodant lentement les frontières de l'Inde centimètre par centimètre via une propagande incessante, un révisionnisme historique et une agression subtile et calculée. En renommant les villes d'Arunachal Pradesh, en réécrivant les archives historiques, en construisant des infrastructures illégales au cœur du Bhoutan, en inondant la frontière du Bangladesh de pièges économiques, en transformant le Pakistan en un marionnettiste sponsorisant le terrorisme, et en diffusant systématiquement de la désinformation derrière leur immense grand firewall, la Chine est en train de remodeler lentement la réalité elle-même. C'est pourquoi il est crucial de comprendre la guerre de l'information menée par la Chine. Reconnaître ces petites coupures aujourd'hui pourrait faire la différence entre préserver les frontières de votre nation demain ou se réveiller un jour et découvrir que la carte a été totalement redessinée. Merci d'avoir regardé.